Maxime Blanchette-Jonca, donc bon, la session parlementaire est terminée. Donc, quel bilan vous en faites? Courte session, très intense, mais productive également. Quelques déceptions, évidemment. Mais si j'y vais déjà dans le positif de la chose, on a tenu parole. Je me rappelle très bien dans la campagne électorale, je me suis déplacé ici à Saint-Angèle-de-Mérici, dans la Métis, dans une ferme Mi-Mathieu. Et puis, je me suis engagé formellement là, de déposer un projet de loi sur la gestion de l'offre avec mes collègues du Bloc québécois. Donc, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et on a réussi, dans un court laps de temps, 4 semaines seulement, de redéposer ce projet de loi-là, le faire passer de façon accélérée directement au Sénat et même d'aller convaincre les sénateurs de le faire approuvé avant la fin de la période parlementaire, donc tout juste avant la période estivale. Alors, c'est un gain majeur. Puis moi, je peux vous dire, à titre de député là, du Bloc québécois dans les 5 dernières années et demie, c'est un cheval de bataille. C'est vraiment important. Et pour bien résumer la situation, donc les producteurs laitiers, producteurs de volailles et d'œufs, principalement les producteurs laitiers ici dans le Bas-Saint-Laurent, puis voire même dans la région de la Métis, vont avoir plus de stabilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? C'est que à chaque fois que le Canada allait négocier des ententes avec d'autres pays, donc des accords commerciaux, il y avait d'autres produits qui provenaient notamment des produits laitiers transformés ou encore des produits de volaille ou des œufs qui venaient concurrencer nos producteurs locaux aussi puis régionaux. Puis ça faisait en sorte qu'ils perdaient des parts de marché. Le gouvernement a tenté de les compenser dans les dernières années avec des compensations, ça le dit bien, mais de façon temporaire, mais les brèches, elles, étaient permanentes. Alors, on a eu beaucoup de producteurs qui ont été mis à mal, qui ont perdu des revenus, et ça, ça mettait en péril notamment la stabilité de leurs opérations ou encore même la vitalité de leurs propres entreprises. Alors, nous, on avait très bien compris qu'on veut protéger ce modèle d'agriculture, là, qui est le modèle agricole québécois, qui est assez unique, un modèle familial qui se, disons, lègue de famille en famille. Et maintenant, on voit qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'agriculture, mais aussi qui veulent tenter de prendre possession de ça. Donc, c'est un joyau patrimonial, mais en même temps, c'est un modèle culturel et voire agricole québécois qu'on voulait préserver. Donc là, c'est enfin réglé. Moi, je peux vous le dire, à titre de député, je suis très fier. C'est un travail exceptionnel qui a été fait au cours des dernières années. Puis il faut le dire, là, on avait déjà déposé ce projet de loi-là similaire dans les dernières législatures. Ça veut dire dans les derniers parlements, donc en 2019, 2021. Puis on s'était fait ralentir, là, soit par des élections précipitées ou encore des sénateurs qui nous avaient, on peut dire littéralement, niaisés lors de la dernière législature. Mais là, le timing, comme on appelle, était vraiment bien réuni. Puis on a réussi à faire adopter ce projet de loi-là qui est vraiment crucial, puis je dirais très important là, pour, encore une fois, je le répète, la stabilité de nos producteurs. Puis moi, j'ai beaucoup de respect envers eux, des gens qui travaillent 7 jours sur 7, qui consacrent une grande partie de leur vie à leur travail, là, qui est l'agriculture. Puis voire même une ferme, pour eux, c'est le plus gros investissement de leur vie. Alors, je pense qu'on doit aussi reconnaître tout ce sacrifice-là que ces gens-là font au quotidien. Et on devait passer par une protection de la gestion de l'offre quand on va renégocier, notamment, soit avec les Américains, avec le Mexique ou d'autres pays dans le monde, pour se dire, quand on va aller à la table de négociation, ça, pour nous, là, c'est crucial, on ne veut plus y toucher. Alors voilà, c'est enfin une chose qui est réglée de notre côté. Il ne manque que la sanction royale que le gouvernement devrait disons, donner dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais je peux vous dire enfin, chapeau accompli, parce que dans ma carrière de politique, dans les 5 dernières années, là, c'est un sujet qui a pris beaucoup de place parce que c'était très important, mais ça démontre qu'une fois, quand on s'engage dans quelque chose en politique, puis on croit en quelque chose, tout est possible. Et là, moi, je suis très fier de dire que le Bloc québécois a pu démontrer sa pertinence, mais aussi qu'il est capable d'aller faire des gains concrets, tangibles pour les réalités des régions du Québec. Et déçu que le gouvernement n'ait pas proposé de budget, donc à retarder le tout pour l'automne? Oui, bien, vous savez, la dernière campagne électorale était beaucoup sur un fond d'incertitude. C'était légitime. On vit présentement des turbulences économiques avec les Américains. On peut le dire, M. Trump, qui n'est pas évident à négocier ou à voir à faire. Donc là, il y avait des tarifs qui ont été mis en place, qui ont été suspendus. Ça crée beaucoup d'incertitudes sur les marchés économiques. Mais chez n'importe quel entrepreneur, des entreprises là, qui ne savent pas vraiment sur quel pied danser parce que ils ne savent pas si les tarifs vont s'appliquer ou si ça va être d'autres mesures qui vont être en place avec des contre-tarifs. Mais tout ça pour dire qu'on pensait que le gouvernement allait vraiment s'attaquer à cette chose-là de façon prioritaire. Et là, qu'est-ce qu'on a remarqué dans les dernières semaines avec le nouveau gouvernement Carney? Parce que, probablement, il fallait apprendre à découvrir. Là. M. Carney n'était pas en politique avant d'être premier ministre, il n'avait jamais été député auparavant. Et là, il nous avait dit, faites-nous confiance, j'ai un fort bagage économique, j'ai beaucoup d'expérience, puis là, je vais être capable de négocier avec M. Trump, puis je vais être capable de stabiliser moindrement l'économie à court terme. Bien, c'est pas ça qui est arrivé.
Premièrement, il n'y a pas eu de mesures concrètes de déployer. Nous, au Bloc québécois, on a dit pourquoi vous ne proposerez pas un programme de subvention salariale? Quand la dernière fois, on a eu des turbulences majeures en économie, notamment pendant la pandémie de la COVID-19, on avait déployé ce type de programme-là. Juste pour dire, des secteurs d'activité qui sont les plus à risque d'être frappés par les tarifs américains, bien, assurez-vous que ces gens-là, bien, si les employés doivent être mis à pied de façon temporaire ou être réduits dans leur travail, dans leurs heures de travail, mais au moins de pouvoir garder cette expertise-là au sein de l'entreprise, puis de s'assurer qu'au moins l'entreprise peut garder la barque à flot pour maintenir ses opérations minimalement. Mais au moins, ne pas perdre les travailleurs, puis que les travailleurs aussi soient le moindrement affectés par la perte de salaire. Mais là, le gouvernement, non, il n'est pas allé là-dessus. La seule chose, grosso modo, qu'on a vu du gouvernement, qui nous répétait vitam aeternam là, jusqu'à aujourd'hui, on prend l'argent des contre-tarifs, puis on les redistribue aux entreprises pour les aider à passer à travers la crise. J'ai pas vu de preuves tangibles là, que ça allait vraiment changer les choses avec les Américains. Puis voire même, le gouvernement a retiré certains contre-tarifs pour tenter de mieux négocier avec les Américains. Donc, en bout de ligne, ça ne fonctionne pas. Et là, on a eu un sommet du G7 là, qui a réuni notamment le président américain, le nouveau premier ministre, M. Carney. Il n'y a pas d'entente de régler encore pour les tarifs. Là. Donc, tout ça pour dire que on nous dit qu'il y a une crise, on nous dit que c'est majeur, on nous dit que l'économie est mise à mal, mais il n'y a rien qui est déployé comme programme, il n'y a rien qui est mis sur la table pour justement stabiliser cette situation-là. Donc, nous, de notre côté, bien, on se pose des questions, mais on fait aussi des propositions constructives, puis on espère que ça va influencer le gouvernement. Alors, là, tout reste à suivre parce qu'il n'y a rien de réglé sur la question des tarifs. Puis, bien sûr, moi, le premier, je souhaite que ça se règle plus tôt que tard parce que, évidemment, dans la région aussi, on est affecté, notamment dans la foresterie, mais je pense même dans l'ensemble de l'Est du Québec. L'aluminium, 90 de l'aluminium qui est fabriqué au Canada, ça provient du Québec. Alors, on a des secteurs économiques qui sont littéralement frappés, puis on est en mesure normalement de devoir pouvoir les aider, les supporter pour passer à travers cette période difficile, mais il n'y a rien qui se passe du côté du gouvernement. Et là, pour conclure ce sujet-là, le gouvernement a fait quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, il est allé avec un projet de loi, je dirais, monstre. Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière politique dans les 5 dernières années. Puis, j'ai fait, bien sûr, plusieurs vérifications. C'est historique ce qui se passe à Ottawa dernièrement. Donc, le projet de loi C5 qui a été adopté, maintenant qui est une loi en vigueur, sur les projets d'infrastructure ou d'intérêt national. Donc, des projets monstres, que ce soit un pipeline, donc un oléoduc, que ce soit dans les infrastructures majeures, portuaires, par exemple, ou énergétiques, qu'on réduit le temps d'analyse de certains projets, exemple de 5 à 2 ans, et encore même qu'on exempte certaines lois. Donc, dans la loi, initialement, on devait permettre à un ministre qui allait être en charge de ce dossier-là d'exempter 13 lois et 7 règlements. C'est jamais vu dans l'histoire du Canada de permettre à une seule personne de s'exempter des lois en place et de pouvoir juste dire « Ah non, ce projet-là est intéressant. On n'a pas besoin de l'analyser, on n'a pas besoin de mettre en place des lois environnementales, des lois sur le transport ou des lois, exemple, la loi sur les Indiens, finalement, qui a été retirée, mais consulter les communautés autochtones. » Donc, tout ça pour dire que c'est une concentration de pouvoir. Et là, on nous dit à Ottawa, faites-nous confiance, ça va nous aider à passer à travers la crise. Bien, moi, personnellement, j'y crois pas. Puis même au Bloc québécois, on n'y croit pas parce que ce n'est pas vrai qu'un projet d'infrastructure majeur qui va se faire dans 2 ans va régler la crise qui est en cours actuellement. En tout cas, ça ouvre la porte à d'autres choses. Et nous, on n'est pas convaincus, bien sûr, de la transparence du gouvernement. Si c'est bon pour l'intérêt national, bien, c'est bon aussi de faire l'analyse des projets. C'est bon aussi de passer en comité ces projets-là, faire venir des experts, des gens qui vont pouvoir témoigner puis nous apporter leur connaissance pour savoir quel sera le meilleur projet. Mais là, force est d'admettre que le gouvernement, là, premièrement, il ne veut pas travailler dans le Parlement, donc il tente de outrepasser les travaux parlementaires. Et cette loi-là, je peux vous dire, elle a été adoptée sous bâillon. Ça veut dire, grosso modo, que les parlementaires, les députés comme moi, n'ont pas le même temps de parole qu'un projet de loi régulier. C'est-à-dire qu'on saute les étapes, là. Donc, imaginez-vous, si je vous résume ça, on a adopté une loi qui va donner le plus de pouvoir dans les mains d'une seule personne, puis on le fait en 1 semaine. Alors, pour moi, ça, c'est inimaginable, incroyable. Je pense qu'on va réaliser dans les prochains mois, voire même années, toute l'importance, voire l'immensité de ce projet de loi-là. Bien sûr, on souhaite que ça soit positif, mais là, présentement, tout est à démontrer, tout est à
à clarifier, parce qu'encore une fois, on n'avait même pas dans la loi la définition de qu'est-ce qui est un projet d'intérêt national. Donc, vous voyez, on a navigué un peu là, avec la situation de la crise. On pensait que ça allait nous amener vers quelque part. Donc, je dois quand même vous donner ces détails-là, mais il y a beaucoup d'inquiétudes présentement qui planent parce qu'on a peu de réponses à nos questions, puis voire même on n'a pas le temps de poser nos questions. Donc, voilà ce que le gouvernement a fait dans les 4 dernières semaines pour tenter d'essayer de rassurer la population pour dire on va répondre à la crise tarifaire, mais force est d'admettre qu'il n'y a rien de concret encore et il n'y a pas d'entente conclue avec les Américains d'ici tôt. Et aussi, au niveau du carbone, bon, on a enlevé la fameuse taxe du carbone et on se sert un peu du projet des pipelines aussi pour l'enfoncer dans la gorge des Québécois. Là. Effectivement. Alors, écoutez, moi, le premier, là, je souhaite qu'on puisse aider les gens sur le coût de la vie, on puisse aider les gens à réduire leurs factures quand ils vont à la pompe à essence, donc à la station-service. Donc, on n'est pas naïf à ce sujet-là. Mais là, actuellement, on a un gouvernement, il faut se le dire, là, qui fait un peu des tours de passeport, je dirais, de magie. Là. Le gouvernement, pendant la campagne électorale, avait dit bon, on va enlever la taxe carbone. Puis là, encore une fois, je rappelle aux gens, le Québec est à part parce qu'on a déjà notre propre marché du carbone, comme la Colombie-Britannique l'avait. Et là, le gouvernement en place, bien sûr, a voulu bien paraître politiquement. Puis encore une fois, c'est des sujets un peu techniques, mais je résume pour les gens qui nous écoutent. Ça l'a permis d'envoyer des chèques dans le mois d'avril à des gens qui étaient dans le marché du carbone. Donc, les 8 provinces en dehors du Québec puis la Colombie-Britannique. Et ça fait en sorte que, bon, c'est un peu un bonbon électoral. Hein? Et là, nous, on a dénoncé cette situation-là parce que finalement, la taxe, là, elle n'a jamais été appliquée pour le montant d'argent qui a été redistribué. Ça veut dire que du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de juin, il devait avoir normalement de la taxe, qui était la taxe carbone pour les gens en dehors du Québec. Et la taxe n'a jamais été appliquée, mais on a donné le chèque quand même. Donc, vous comprenez que l'argent, elle est sorti des coffres là, de l'État. Ça veut dire qu'elle provient aussi des taxes et des impôts des Québécois et des Québécoises. Donc, les Québécois ont payé pour quelque chose, un chèque, je dirais, qui a été envoyé pour un peu convaincre certains électeurs d'appuyer les libéraux lors de la dernière campagne électorale. Donc, nous, au Bloc québécois, on s'est précipité dès le début du Parlement pour dire, ben là, c'est notre argent, puis on n'a pas eu le droit, puis on a cotisé pour payer ces chèques-là pour les autres. Alors, donnez-nous notre argent. Au total, là, c'était 814 millions de dollars qui devaient revenir au Québec. Et on a même eu l'appui unanime de l'Assemblée nationale du Québec au mois d'avril qui nous a appuyé même pour dire, on veut notre juste part, on veut notre argent. Et là, qui même a donné raison au Bloc québécois dernièrement, le directeur parlementaire du budget. Donc, lui, c'est une organisation qui analyse les politiques publiques fédérales et il nous a dit, le Bloc québécois a raison, la taxe n'a jamais été appliquée, donc elle provient de l'argent des coffres publics, donc les Québécois, normalement, devraient y avoir droit. Donc, on a déposé une motion à la Chambre des communes et on a eu l'appui seulement du NPD. Les conservateurs et les libéraux ont voté contre. Alors, ça, pour nous, c'est inacceptable. Donc, on tente de faire des cadeaux, mais sur le dos des Québécois. Alors, je pense que les gens vont s'en souvenir et je le souhaite. Moi, je vais me faire un devoir en tant que député de dire c'est inacceptable comme situation. Et encore une fois, là, on nous dit la taxe carbone, ça coûte cher, mais moi, ce que je dis aux gens et ce que je répète, c'est que la facture environnementale, elle aussi, elle coûte cher. On la voit peut-être pas à chaque jour, là, quand on voit, exemple, gazer, mais sur l'environnement, les infrastructures, l'érosion côtière, comme on a connu ici dans le Bas-Saint-Laurent, les changements climatiques, les agriculteurs, la sécheresse ou les pluies abondantes. Donc, tout ça, ça a un coût également. Ça va se refléter à quelque part. Alors, force est de constater là, que c'est assez ironique de dire, mais c'est la chose suivante. Ce que j'ai vu à Ottawa dans les dernières semaines, c'est un peu un parti libéral qui va appliquer les politiques que les conservateurs ont voulu proposer dans les dernières années. Alors moi, je suis le premier surpris de voir ça. Et là, voilà, je pense que c'est un peu ce que présentement les libéraux ont voulu vraiment s'accrocher au pouvoir. Puis, disons, la morale, les convictions ont pris le bord. Et c'est ce qu'on a actuellement à Ottawa, un gouvernement vraiment qui navigue là, au jour le jour, mais pour tenter de garder l'opinion populaire satisfaite. Mais en même temps, je pense qu'il faut y aller plus loin sur la vision à moyen et long terme. Il va y avoir un coût, que ce soit intergénérationnel par rapport à ça. Mais voilà ce qui nous a marqué au Parlement au cours des dernières semaines. Et bien sûr, la fameuse visite du roi. Hein. Je dois... Si vous voulez m'en parler, je peux vous en parler toute la journée. Mais encore une fois, ça l'a démontré
à quel point le Canada et le Québec sont à des visions et des valeurs littéralement opposées. Alors, c'est pas juste de dire on est meilleur ou on est moins bon, on est différent. Et là, les Québécois, eux, sont très différents sur leur attachement notamment à un symbole qui est antidémocratique, qui est archaïque, qui est coûteux, qui est la monarchie. Donc, le roi qui est venu nous faire des beaux babayes là, au début de la session parlementaire pour assumer supposément notre souveraineté. Alors, pour nous, ça n'a pas sa place. Et voire même ici, je le ressens auprès de la population, c'est plus de 80 des Québécois là, qui veulent se détacher de ce lien colonial là, qui est la monarchie. Ça n'a plus sa raison d'être. Et là, on ne comprend pas comment le nouveau gouvernement qui est en place veut faire venir un roi étranger pour tenter de nous dire qu'on va faire face à la menace américaine ou avec les tarifs avec M. Trump. Force est d'admettre encore une fois, il n'y a rien qui a changé, même dernièrement, même s'il y a un roi qui est venu nous dire salut et que c'est nous, collectivement, qui en payent la facture. Alors, je pense qu'encore ça ne nous a pas pris grand temps pour reconnaître là, que le gouvernement libéral de Justin Trudeau, c'est la suite logique présentement avec M. Carney. Donc, hein, un peu le contenu à l'intérieur, là, c'est la même chose, c'est juste qu'on a changé un peu l'étiquette sur le contenant.